Bonjour, chers étudiants, deuxième année, physique. Donc, nous allons commencer le cours P 2212 à travers ces séances vidéo à cause de confinement qui nous est imposé par le coronavirus. Donc, nous allons commencer ce cours à travers une série de vidéos que je vais vous envoyer à fur et à mesure. Donc, on va commencer par un chapitre le chapitre 1 qui parle de la gravitation ou bien tout simplement la gravité. Euh, Vous savez que le cours P 2212 est un cours d'introduction à l'astrophysique. Ce chapitre 1, puisque, bon, c'est pas directement relié à l'astrophysique, mais c'est plutôt une continuation du cours de mécanique classique que vous avez pris l'année dernière. Mais en fait, ce chapitre, ou bien la gravité, elle est directement reliée à tous les phénomènes observés en astrophysique, surtout que tous les mouvements planétaires, les mouvements des planètes, les rotations autour du Soleil, le mouvement des galaxies, tous ces mouvements sont gérés par cette force de gravité. Donc, nous allons développer ce premier chapitre, surtout les forces gravitationnelles. Nous allons commencer par une petite définition de la force de gravité et les lois de Newton, ou bien la loi de Newton concernant la gravité terrestre, le potentiel gravitationnel et surtout ce qui est le plus important pour la suite de ce cours en astrophysique, c'est les lois de Kepler, donc les lois qui définissent les mouvements planétaires autour du Soleil. Et puis, on termine par les orbites et énergies de rotation autour d'un astre, tel le Soleil ou autre objet céleste. Bon, d'abord, je commence par des petites définitions. Donc, la force de gravité, c'est tout simplement, je pense que vous connaissez déjà ces notions, c'est la force qui maintient tous les objets, par exemple, sur la surface de la Terre. C'est la force qui maintient la Lune sur son orbite. C'est la force qui gère tous les mouvements planétaires, tous les mouvements des étoiles, des milliers, des millions, des milliards d'étoiles et de galaxies dans cet univers qui sont maintenus en mouvement par cette force de gravité. Et puis, il y a surtout la plus grande manifestation de la force gravitationnelle, c'est bien sûr le trou noir, ou bien les trous noirs qu'on va détailler dans les chapitres suivants. Bon, premièrement, je commence par la loi universelle de la gravitation, qui est la loi de Newton concernant la gravité. Donc, c'était en 1665 où Newton, avec ce qu'il a énoncé comme loi, donc il a expliqué que la force qui maintient la Lune sur son orbite, ou bien la force qui fait tomber une pomme sur la Terre, par exemple, sont de même nature, ou plutôt c'est la même force qu'il a appelée la force d'attraction gravitationnelle. Donc, il a ainsi constaté que c'est une force qui existe entre tous les objets, avec laquelle tous les objets attirent tous les autres objets de l'univers. Et il a donné une certaine loi. Donc, il a donné une certaine loi qu'il a appelée la loi de l'attraction gravitationnelle. Il l'a donnée sous la forme suivante. Donc, la grandeur ou bien l'amplitude de cette force est donnée par la grandeur F qui est égale à G, qui est une constante de gravitation, fois M1 fois M2, tel que M1, c'est la masse du premier objet, M2 est la masse du deuxième objet, donc si on a deux objets qui s'attirent, divisé par le carré de la distance qui les sépare, qui est R2, comme
comme le rayon, si vous voulez, c'est la distance entre l'objet M1 et M2. Donc, cette force, ou bien cette constante gravitationnelle G, elle est égale à 6,67 10-11 newton mètre carré par kilogramme carré, ou bien on remplace newton par, donc vous connaissez déjà d'après le cours de mécanique comment décomposer les unités dans le système international en kilogrammes et mètres par seconde. Donc vous savez que le newton c'est la masse multipliée par une accélération, donc c'est kilogrammes mètres par seconde carré. Donc si on remplace, donc l'unité devient mètre cube par kilogramme seconde carré. Donc M1 et M2, c'est les masses des objets, R, la distance qui sépare les deux objets. Donc je vous montre un petit exemple. Si on a un objet M1 là, un objet M2 là, séparés par une distance R entre M1 et M2, bien sûr, pour établir une relation vectorielle de cette équation, donc on peut désigner un vecteur unitaire petit r sur cette direction entre M1 et M2, tel que cette distance entre M1 et M2, elle est égale à R fois ce vecteur unitaire, le petit vecteur R. Donc, en notation vectorielle, donc F vecteur est égal à G, M1, M2 divisé par R2 fois le vecteur unitaire R. Donc, là, cette force d'attraction entre M1 et M2, elle est toujours la même. Bien sûr, si R est constante, F, elle est toujours la même. Et elle est indépendante des objets qui sont entre M1 et M2. C'est-à-dire, si on place un objet entre M1 ici ou là, entre M1 et M2, cette force aura toujours la même grandeur. Donc, elle est indépendante de ce qu'il y a dans l'espace entre M1 et M2. Donc, c'est l'attraction pure, ou bien c'est la force d'attraction exercée entre M1 et M2, indépendamment de tout ce qu'il y a dans cet espace entre M1 et M2. Donc, Newton aussi, il a expliqué que pour les objets massifs, tels que les planètes, notre planète Terre par exemple, ou bien le Soleil, ou bien tous les objets massifs, Newton a considéré que la masse est concentrée au centre. Donc, on va considérer les planètes comme, comme étant une masse qui est concentrée dans le centre de cette sphère et que la surface est comme une coquille qui est autour de ce centre, mais la masse elle est concentrée au centre. Donc, le point où on applique cette force d'attraction gravitationnelle, elle est appliquée sur le centre de cet objet massif ou bien de cette planète. Par exemple, donc c'est une force dont l'ampleur est déterminée par la constante G. Je vous donne un petit exemple. Donc, bien sûr, c'est un exemple fictif puisque G est constante, mais supposons que par un certain miracle ou bien par certains, dans des conditions qui ne sont pas très réelles, si nous supposons que G était 10 fois plus que sa valeur de 6,67 10-11, donc si G était 10 fois plus, ici sur Terre, nous serons aplatis sur la surface de la Terre parce que la force de gravitation sera très grande de façon à nous aplatir tous sur la Terre. Par contre, si G était divisé par 10, donc si G était très très faible, donc dans ce cas, la force d'attraction gravitationnelle sera aussi très faible, de façon qu'on pourrait, par exemple, sauter sans difficulté au-dessus d'un immeuble, puisque la force d'attraction sera très faible. Bon, de même, pour un système de particules,
Donc, si on a plusieurs objets, 2, 3, 4, une infinité d'objets, donc la force résultante, donc c'est comme une résultante vectorielle, donc vous connaissez très bien comment trouver ces résultantes d'après ce que vous avez appris l'année dernière en première année. Donc, la résultante sur la masse numéro 1, par exemple, est la somme de toutes les forces d'attraction exercées par toutes les autres masses. Donc, par exemple, F1,2, c'est la force exercée par 2 sur la masse 1. F1,3, c'est la force exercée par la masse numéro 3 sur la masse numéro 1, et ainsi de suite. Ainsi de suite. Donc, la force résultante, c'est la somme pour I allant de 2 jusqu'à n est le nombre de masses qui existent, de la force F1I. Donc, I allant jusqu'à n. Et bien sûr, si l'objet est contenu, vous connaissez déjà le calcul des intégrales. Donc, la force est l'intégrale des quantités différentielles dF de toutes les forces exercées par tous les autres objets. Donc, je vous donne maintenant un petit exemple numérique. Si nous plaçons dans un certain repère XY des masses M1, M2, M3 telles que M1 vaut 6 kg, M2 et M3 sont de l'ordre de 4 mg. Donc, la séparation A entre M1 et M2 vaut 2 cm par exemple. La séparation entre M1 et M3 vaut 2 fois A, donc tel que A égale 2 cm. Calculons donc la force qui est exercée sur cet objet M1 et à la masse numéro 1. Donc, trouvons premièrement la force exercée par la masse M2, donc qui est F12, donc c'est G fois M1, M2 sur la distance au carré qui est A, donc divisé par A carré. On fait l'application numérique de G qui est 6,67 10 au moins 11, donc fois M1, M2, donc fois 6 fois 4, divisé par A au carré. Bien sûr, A c'est 2 par 10 moins 2 parce que c'est en mètres. Donc, le centimètre doit être converti en mètres, comme d'habitude, comme vous avez l'habitude dans les cours de mécanique de l'année précédente. Il faut utiliser le système international, donc les unités, les 3 unités principales qui sont le mètre, le kilogramme et la seconde. Donc, ce qui nous donne une force F12 de l'ordre de 4×10⁻6 newtons. Donc, c'est l'attraction dans ce sens de la masse M2 exercée sur la masse M1. Bon, pour la masse, ou bien pour la force exercée par 3 sur la masse M1 dans cette direction, donc c'est G M1 fois M3 sur la distance au carré. Dans ce cas, la distance c'est 2A au carré. Donc, tout calcul fait, ça nous donne 1 par 10 moins 6 newtons. Donc, la résultante algébrique, donc c'est une somme, c'est pas une somme vectorielle maintenant. Donc, la résultante, c'est la racine de F12 au carré plus F13 au carré qui nous donne une valeur de 4,1 par 10 moins 6 newtons. Donc, la résultante de ces deux forces vaut cette valeur en newtons. Bien sûr, la direction par rapport à l'axe X, c'est la tangente au moins 1 des deux forces, F12 qui est dans ce sens et F13 qui est dans ce sens, donc un signe au moins, ça nous donne une valeur d'au moins 76 degrés. Bien sûr, cette valeur n'est pas raisonnable parce que vous savez que la valeur de ou bien le calcul à travers la calculatrice, il vous donne une seule valeur possible de cette tangente au moins 1. Donc, vous n'avez qu'à ajouter 180 degrés, faire un tour complet pour trouver l'angle de cette force, qui est donc moins 76 plus 180, qui vaut 104 degrés. Donc, c'est à peu près
dans cette direction. Donc voilà, c'est un exemple, c'était un exemple numérique pour comment calculer une force résultante par plusieurs objets sur un objet qu'on a placé dans un certain repère ou bien dans un certain système de coordonnées X, Y. Bien sûr, vous pouvez travailler aussi dans un système X, Y, Z en 3 dimensions que vous connaissez très bien. Bon, je passe maintenant à une autre partie qui est la gravité terrestre. Donc, c'est la gravité que vont sentir tous les objets qui sont à proximité de la surface de la Terre. Donc, c'est la gravité exercée sur nous, sur les objets qui sont sur la surface de la Terre, sur tous les objets qui sont proches de la surface de la Terre. Ils vont subir cette force gravitationnelle. C'est toujours la constante G fois la masse du premier objet fois le deuxième objet sur la distance au carré. Mais dans ce cas, le premier objet, c'est la Terre, c'est la planète Terre. Donc, ce grand M représente la masse de la planète Terre fois la masse de l'objet considéré sur le rayon R carré ou bien sur la distance R carré. Ici, R représente le rayon de la Terre si l'objet est à la surface. Pour un objet qui est un peu plus haut, donc R représente la distance entre l'objet M et le centre de cette sphère qui est la Terre, qui est donc, comme on avait expliqué, que la masse est considérée entièrement concentrée à ce centre de la sphère, dans ce cas, le centre de la Terre. Donc, voilà. Donc, vous avez toutes les explications là à côté. Et vous connaissez, bien sûr, d'après les cours précédents, que F a une valeur de M fois G. Donc, si on égalise ces deux équations, vous constatez que ce G, ce fameux G, est égal à la constante gravitationnelle G fois la masse de la Terre divisée par la distance au carré. Bien sûr, c'est une valeur théorique qui n'est pas exactement la valeur qui est sentie ou bien que nous allons sentir à la surface de la Terre pour plusieurs raisons. Premièrement, la Terre n'est pas uniforme ou bien la surface de la Terre n'est pas uniforme. Bien sûr, il y a euh, euh, la Terre n'est pas une sphère lisse, donc elle n'a pas une forme ou bien une surface très uniforme. Donc la hauteur à la surface de la Terre est variable, donc ce qui varie la valeur de G par une variation de la valeur R, bien sûr. Et puis, la Terre n'est pas une sphère parfaite aussi. Vous savez que le rayon à l'équateur, il est un peu plus grand que le rayon vers les pôles, soit nord ou sud. Et en plus, il y a la Terre qui tourne, donc ce qui va créer une accélération supplémentaire qui s'ajoute à ce G. Donc, je vous explique ça à travers un exemple. Si nous considérons une masse M sur la surface de la Terre, bien sûr, puisque la Terre elle est en train de tourner, il y a une accélération centripète. Donc, rappelez-vous de cours de mécanique qui vous donne les valeurs de l'accélération centripète. Donc, cette accélération AC qui est égale à oméga carré fois R. Donc, la vitesse de rotation oméga au carré fois R. Donc, l'objet M, donc, il va subir cette attraction gravitationnelle qu'on va appeler M fois AG, donc l'accélération gravitationnelle,
et qui va subir bien sûr la réaction normale de la surface de la Terre. Donc, en appliquant la loi de Newton ou bien les lois de Newton, donc la somme des forces N moins M fois AG, donc les deux forces en sens opposé, qui est égal à M, fois cette accélération centripète. Donc, il y a le signe moins, bien sûr, parce que c'est une accélération qui est dirigée vers le centre de la Terre. Donc, je pense que vous connaissez ça. Donc, ce N, cette réaction normale, aura une valeur de MAG moins M fois oméga 2R. Donc, vous savez très bien euh, que la valeur de N est équivalente à la valeur de mg. Donc, ce sont deux forces en sens opposé, mais ils ont la même grandeur numérique. Donc, on va appeler ce mg la force gravitationnelle. Donc, en prenant cette équation, en remplaçant N par mg, donc cette équation nous donne que le poids, qui est mg, est égal à la force gravitationnelle MAG moins cette petite valeur M fois AC qui vient du fait que la Terre est en train de tourner et elle va créer une certaine accélération centripète. Donc, si cette équation, on la divise par M, nous constatons que la valeur de G, elle est égale à AG, donc l'accélération gravitationnelle, moins oméga carré R. Donc, cette différence entre G, théoriquement, si la Terre était stable, si elle ne tournait pas, donc G devait être égal à AG. Bon, cette différence, elle est plus grande à l'équateur du fait que R est plus grand sur l'équateur. En application numérique, si vous voulez un petit exemple, si le rayon terrestre, c'est à peu près 6,37 10 à la puissance 6 mètres à l'équateur, sur une journée complète, donc pour un delta T de 24 heures, donc ce qui nous donne une accélération angulaire, bien une vitesse angulaire, pardon, une vitesse angulaire delta θ sur delta T, donc en prenant un tour complet, donc un delta θ de 2π avec un delta T de 24 heures. Donc pour un tour, si vous faites le calcul, pour un tour, nous obtenons une différence très très négligeable de 0,034 mètres par seconde carrée. La différence entre la valeur G et la valeur de l'accélération gravitationnelle AG. Donc, c'est une différence très négligeable, mais comme vous êtes des physiciens, donc il faut considérer toutes les grandeurs, même si elles sont négligeables. Bon, un autre exemple que je vous donne, on va considérer un astronaute en orbite, sur une orbite à une distance R de 6,77 par 16 mètres, du centre de la Terre, bien sûr. Cet astronaute, il mesure en hauteur 1,7 mètre. Donc, entre ses pieds et sa tête, il y a une distance de 1,7 mètre. Donc, dans cet exemple, on va considérer, ou bien on va calculer la différence de la gravité, ou bien de la force gravitationnelle entre ses pieds et sa tête, tout en prenant cette accélération AG comme étant la valeur Gm sur R2, comme G si vous voulez. Donc, la différence, donc notre différence, c'est en fait entre les deux distances, 6,77 10 à la puissance 6 mètres et R', donc qui est 6,77 10 à la puissance 6 plus 1,7 mètres. Donc, la différence, elle est très faible. Vous avez une valeur qui est de l'ordre de 10 à la puissance 6 plus 1,7 mètres. Donc, c'est une différence très, très négligeable.
une différence très faible. Donc, comme d'habitude, vous avez l'habitude de ce type de calcul, nous allons passer à un calcul différentiel. Donc, on va prendre la différentielle de AG, DAG, donc AG et M, c'est des constantes, donc il nous faut la dérivée de 1 sur R2, donc qui est moins 2 sur R3 dr. Donc, c'est la différentielle DAG. Et dr, c'est la hauteur qui est 1,7 m. Donc, en application numérique, d de AG, c'est donc moins 2 fois la valeur de G fois la masse de la Terre qui est à peu près 5,98 par 10 à la puissance 24 kg, bien sûr, sur la distance ou bien le rayon au cube, c'est R3, fois dr qui est 1,7, ce qui nous donne une différence aussi très très faible de donc moins 4,37 par 10 moins 6 mètres par seconde carrée. Donc, ce qui nous montre que pour cet astronaute, la gravité sur ses pieds, elle est un tout petit peu plus grande que la gravité exercée sur sa tête. Ce qu'on appelle le tidal effect en anglais, donc, ou bien l'effet de marée en français. Donc, c'est la différence d'attraction entre les deux extrémités d'un certain objet. Bon, c'est une différence très, très faible. Bien sûr, notre astronaute ne va jamais sentir cette différence de la gravité ou bien de l'accélération parce que la gravité est équivalente à une accélération. Bon, si on suppose que cet astronaute, ce même astronaute est placé à côté d'un trou noir, par exemple, donc le trou noir, on va le détailler dans les chapitres suivants, mais juste comme exemple. Donc, si notre trou noir avait une masse de 1,9910 à la puissance 31 kg, qui est équivalente à peu près 10 fois la masse solaire, avec un rayon de 2,95 10 à la puissance 4 mètres. C'est bien sûr le rayon de l'horizon, ce n'est pas le rayon du trou noir, parce que le trou noir, c'est un point. Bon, si nous prenons la même distance, 6,77 10 à la puissance mètre, donc cette différence qu'on a trouvée très faible près de la Terre, près d'un trou noir, elle devient de l'ordre de 14,5 mètres par seconde carrée. Donc, vous imaginez bien que pour cet astronaute qui est à côté d'un trou noir, il va sentir une force gravitationnelle ou bien la différence entre la force gravitationnelle entre ses pieds et sa tête est de l'ordre de 14,5 mètres par seconde carrée, qui est une valeur assez grande pour le corps humain. Donc, cet astronaute, il va sentir qu'il est un peu étiré à travers ses pieds. Il va bien sûr s'allonger d'une manière à ne pas pouvoir survivre cet effet d'allongement. Bon, je passe maintenant à une autre partie de ce chapitre qui est, qui est le potentiel gravitationnel. Bon, le potentiel, c'est un potentiel qui peut exister entre deux objets ou bien plusieurs objets. Donc, bien sûr, on prend un système d'objets. On ne définit jamais un potentiel pour un seul objet qui se trouve comme ça tout seul dans l'univers. Le potentiel est défini pour un système d'objets. Donc, au moins, il faut avoir deux objets ou plus. Et bien sûr, comme vous le connaissez déjà, il faut toujours choisir la référence où le potentiel est nul. Donc, il faut toujours choisir le point où ce potentiel U
est égal à 0, ou il est nul. Donc, on va prendre une analogie avec le potentiel terrestre. Donc, vous connaissez que dans le potentiel terrestre, ce potentiel diminue si la distance entre le terre et l'objet diminue. Donc, vous connaissez d'après le cours de mécanique que ce potentiel terrestre est équivalent à m fois g fois h, tel que h, c'est la distance entre la Terre et l'objet. Donc, si on diminue cette distance, le potentiel va diminuer, et si on augmente cette distance, ce potentiel va augmenter. Bon, donc supposons maintenant qu'on prend deux objets, tels que la distance entre ces deux objets est infinie, et que le potentiel de ce système de deux objets est nul. Donc, deux objets séparés par une distance infinie, on suppose que le potentiel de ce système formé par ces deux objets, le potentiel est nul. Donc, le potentiel est égal à 0 pour R égale infini, et ce potentiel va diminuer si on diminue la distance. Donc, si on approche ces deux objets, le potentiel va diminuer. Donc, s'il était 0 à l'infini et qu'il va diminuer, donc le potentiel doit avoir une valeur négative. Donc, si on approche les deux objets, le potentiel devient négatif puisque sa valeur maximale à une distance infinie est nulle. Donc, si on approche les deux objets, ce valeur ou bien ce potentiel doit avoir une valeur négative, qui est le potentiel U qui est égal à moins G M grand M, qui est la masse de la Terre, fois petit m sur R. Bien sûr, on a déduit cette valeur de la valeur de la force qui est Gmm sur R2, puisque vous connaissez déjà de l'année dernière que la force représente ou bien est représentée par moins le gradient de potentiel d'après le cours de mécanique. Donc, si F était Gmm sur R2, donc sa primitive U, c'est égal à moins Gmm sur R, qui représente le potentiel, dans ce cas, le potentiel gravitationnel. Je vais détailler, on va faire la dérivation complète de cette équation dans le vidéo prochain. Donc, maintenant, on va prendre cette valeur. Donc, U, elle est nulle pour une distance infinie, et bien sûr, U devient négative si R devient infini, donc si on approche les deux objets. Ben, il faut noter donc que U, ou bien ce potentiel U, représente l'énergie potentielle d'un système de deux objets, par exemple Terre-objet ou bien n'importe quel objet. Il n'est jamais donné pour un seul objet. Ça, il faut le noter, il faut ne pas l'oublier. Le potentiel est défini toujours pour un système d'objets et pas pour un seul objet. Et dans ce cas, ce potentiel ou bien cette énergie potentielle, il est impossible de la diviser ou bien de diviser cette énergie entre les deux objets et attribuer une quantité de l'énergie à chaque objet. Donc, il est impossible de faire cette partition entre les deux objets et dire qu'il y a un certain pourcentage de cette énergie potentielle qui correspond à cet objet ou l'autre. Nous donnons le potentiel ou bien l'énergie potentielle du système, pas pour un objet. Bon, dans les cas plus pratiques, par exemple la Terre ou bien les planètes, quand la masse grand M elle est beaucoup plus grande que la masse petit m, comme un système Terre-balle ou bien planète petit objet, on parle souvent dans ce cas de l'énergie potentielle de la balle.
Pourtant, c'est une énergie potentielle du système. Mais par approximation, nous parlons de l'énergie potentielle de la balle, par exemple, parce que le changement, ou bien la manifestation de cette énergie potentielle apparaît comme une variation de l'énergie cinétique. Donc, quand la balle est lâchée près de la surface de la Terre, elle va tomber, donc elle va gagner de l'énergie cinétique. Bien sûr, le système ou bien le déplacement de la planète Terre étant très, très négligeable et non mesurable, donc on considère seulement le déplacement du petit objet, d'où nous pouvons dire par approximation que c'est l'énergie potentielle du petit objet. Mais pourtant, pour être de bons physiciens, il faut noter que c'est l'énergie potentielle d'un système et pas d'un objet. Je vous donne un exemple. Considérons un système de trois particules, M1, M2, M3, donc séparées par des distances R12 entre 1 et 2, R23 entre 2 et 3 et R13 entre 1 et 3. Donc, le potentiel de ce système est la somme de tous les potentiels ou bien de toutes les énergies potentielles entre deux objets. Donc, c'est la somme. Bien sûr, il y a toujours le signe moins. Il y a G, M1, M2 sur la distance R1, R2, qui est le potentiel du système M1, M2, plus le potentiel correspondant au système M1, M3, qui est G, M1, M3 sur R1, 3, plus le potentiel correspondant au système M2, M3, donc c'est G, M2, M3 sur R2, 3. Donc, l'énergie potentielle ou bien l'énergie potentielle du système est la somme des énergies potentielles de chaque deux objets pris à part. Bon, donc je termine maintenant ce vidéo. Dans le vidéo prochain, on va faire la dérivation complète de cette équation de la gravité. Donc, je termine ce vidéo dans l'attente de vidéos prochaines.